Bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour m'écouter. Je vais essayer d'être bref, concis. Donc je vous propose de terminer cette matinée par la présentation des agences de notation. Focus sur l'agence de notation. Moi je m'appelle Florent Steele, je travaille depuis 2006 chez Standard & Poor's. Fin 2006, donc j'ai connu essentiellement la crise. Et donc en fait, une des initiatives du régulateur, effectivement, qui est d'encadrer les agences de notation, visait entre autres à améliorer la transparence et la clarté, et donc je vais essayer d'avoir un discours transparent, clair et simple. Donc en deux parties, bon, il y en a trois là, mais en deux parties essentiellement, c'est vous présenter succinctement ce qu'on fait, qu'est-ce qu'un rating, et dans un second temps, faire un petit focus état des lieux avec des données de performance qui, à mon sens, vont permettre de terminer sur une note positive cette matinée. Donc qu'est-ce qu'une notation de crédit? C'est une opinion, c'est l'opinion de Standard & Poor's sur la capacité. Dans le cas d'un émetteur, sur sa capacité à faire face à ses échéances financières, et dans le cadre d'une émission, c'est la probabilité de remboursement du principal et des intérêts à échéance prévue. Donc c'est ce qu'on appelle le timely payment of interest et l'ultimate payment of principal. Je précise que les notations permettent de classer les émetteurs ou les émissions les unes par rapport aux autres en fonction de leur qualité de crédit. Ce qui est important de noter, c'est ce que n'est pas un rating, ce n'est pas une recommandation d'acheter, ce n'est pas une appréciation d'un prix de marché. Notre rôle n'est pas de juger l'attractivité ou l'intérêt d'une titrisation, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas notre rôle. Et j'ajouterais que nous sommes d'accord avec, nous sommes d'accord avec les efforts du régulateur pour limiter la dépendance excessive des notations. Elle ne se substitue pas à l'analyse de l'investisseur qui doit faire sa propre analyse, et donc on est d'accord avec ce point. Je fais un petit focus sur les critères qui représentent la base fondamentale de notre analyse, qui vont définir les principes fondamentaux pour arriver à déterminer une notation de Standard & Poor's. Il y a de multiples critères en fonction du risque qu'on souhaite adresser. Donc ça peut être en fonction des différentes classes d'actifs, donc critères RMBS français ou auto loan, et également pour couvrir un certain nombre de risques, donc risque de contrepartie ou risque juridique. Les critères permettent une grande comparabilité entre les différentes transactions, puisqu'on applique le même critère pour l'ensemble des titrisations d'une même classe d'actifs. Un autoloan originé par BNP Paribas ou par Crédit Agricole, on aura exactement la même approche qui est définie donc, dans ces critères. Et également une transparence, puisque la plupart des hypothèses que nous appliquons lors de nos critères sont définies et publiées. Je précise également qu'une des dispositions de la nouvelle réglementation sur les agences de notation ont tâché de développer les processus de développement, ont encadré le processus de développement des critères des agences, et notamment le recours à un request for comment, donc un appel au marché afin de commenter avant que l'on publie un critère. Nous saluons aussi cette initiative. C'était déjà un standard pour nous depuis de nombreuses années, donc ça clarifie les choses, mais on est particulièrement, on salue cette initiative. Je vais ensuite essayer d'être très bref sur les piliers de la notation de titrisation. Je pense que vous êtes tous conscients du cheminement. Disons que donc pour arriver à l'objectif de rating d'une notation, d'abord on pose cette question au travers d'un certain nombre de risques. Évidemment, c'est pas exhaustif, ça dépend de la transaction en question, mais fondamentalement, on va avoir une analyse crédit, une analyse juridique, une analyse opérationnelle, une analyse des flux financiers, donc du cash flow, et une analyse des risques de contrepartie. Je vais être très bref, je vais juste recadrer en fonction de ce schéma qui a déjà été montré. Ce schéma, on l'a déjà vu ce matin. Donc, fondamentalement,
À gauche, vous avez le portefeuille d'actifs, donc c'est notre analyse crédit. Peu importe le type d'actif, on va dire, on aura plus ou moins toujours la même analyse, c'est-à-dire on va définir une probabilité de défaut, un taux de défaut et une hypothèse de récupération qui est liée. Tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait classe d'actifs par classe d'actifs, mais évidemment, plus le rating cible est élevé, plus les hypothèses de crédit sont élevées. Une fois qu'on a fait l'analyse du portefeuille, on a toutes les questions juridiques. Gilles en a déjà parlé beaucoup, donc c'est effectivement tout ce qui est lié au transfert de ce portefeuille d'actifs, true sale ou effectivement de la résistance à la faillite du SPV, et effectivement toutes les analyses françaises, donc analyse du compte d'affectation spéciale ou FCT, facilitent grandement notre analyse. Et vous voyez autour les contreparties. Donc, ces contreparties, telles que contrepartie de swap, banque teneuse de compte, jouent un rôle pour couvrir un certain risque de crédit dans une transaction. Mais ces contreparties en elles-mêmes peuvent faire défaut, et donc nous avons un cadre d'analyse, qui est donc notre critère de risque de contrepartie, qui va définir un cadre de remplacement. Et donc on va potentiellement être capable de noter une transaction avec un rating plus élevé que la contrepartie en elle-même, de par un cadre de remplacement, c'est-à-dire une contrainte de remplacement, c'est-à-dire que si la contrepartie s'engage à se remplacer sous un certain seuil de rating, lorsque son rating baisse, on va être capable d'élever la note au-dessus d'un vrai sujet. Compte tenu du fait que ces contreparties se remplacent, couvrent un certain risque de crédit, un certain risque, effectivement on s'attend à ce qu'elles se remplacent, et c'est effectivement notre cadre d'analyse. Je fais que le rappeler, je ne commenterai pas la transaction. Donc là je finis, donc risque de contrepartie, je finis ensuite par l'approche, donc la structure de la transaction, les waterfalls, les priorités de paiement qui sont définies dans la documentation. J'insiste sur donc ça c'est toute la modélisation de la transaction. J'insiste sur le fait que nous ne structurons pas les opérations, donc nous prenons telles quelles les priorités de paiement, les structures, les la proposition de tranching que peut faire l'émetteur ou l'arrangeur, et nous la modélisons dans un modèle de cash flow afin de déterminer en fonction d'un certain nombre d'hypothèses et de stress tels que définis dans nos critères, que nous allons pouvoir atteindre les ratings cibles proposés par l'émetteur. Donc ça c'est les slides spécifiques. Je fais un très rapide focus sur le tranching, on en a déjà beaucoup parlé, mais j'insiste sur un point, donc je présente succinctement ce que c'est qu'un tranching, je pense que ce n'est pas nécessaire de le rappeler, mais je voulais rajouter, ça a déjà été dit, que le tranching n'est qu'un outil qui permet d'allouer les flux en fonction de l'appétit des investisseurs, et en soi ce n'est qu'un outil, pour faire une bonne ou une mauvaise utilisation, mais ce n'est qu'un outil. Voilà, donc ça c'est la... Donc j'ai fini cette approche analytique, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, mais je finis très rapidement par un état des lieux. Je vais être très succinct, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je veux juste rappeler deux éléments. Le fait qu'on a un marché étroit, par manque d'offres, on va dire, on a souvent les mêmes émetteurs, les grandes banques et les captifs des grands groupes automobiles. On a très peu de nouveaux entrants. Voilà. Et je rappelle une citation de Mario Draghi qui effectivement présente. Voilà, le régulateur va dans ce sens et essaie de développer l'offre. Je voulais finir par un certain nombre d'éléments sur les. Disons que ce qu'on voulait rappeler, j'ai une phrase à la fin, disons, redrafté un peu ce que je voulais dire, mais fondamentalement je voulais répondre aux différentes initiatives du régulateur pour encadrer les agences de notation. Notre avis, c'est que cela permet donc de renforcer la confiance dans le rating et plus généralement du marché de la titrisation. Nous pensons notamment que les dispositions visant à accroître la disponibilité des informations dans le cadre d'une titrisation permet d'accroître la transparence.
Et nous sommes également, comme je l'ai rappelé au début de la présentation, d'avis que le rating ne doit pas se substituer à l'analyse de l'investisseur et qu'il doit rester un élément mis à la disposition des investisseurs pour se forger leur propre opinion. Je finis par ce que j'appelais au début la note positive, on va dire. C'est depuis 2007, on a un certain recul sur les titrisations. Donc là, ce que je présente, c'est les titrisations notées par S&P en Europe. Et on voit que seulement 1,58% des titrisations européennes notées par S&P qui existaient en 2007 ont fait défaut depuis. Donc un chiffre qui, certes, enfin disons un chiffre qui est peut-être moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer. Et je précise que les titrisations non collatérales composées de créances type consumer, donc ABS et RMBS, performent mieux que des titrisations non collatérales composées de créances corporate, donc CMBS ou corporate securitization. Donc toutes les titrisations performent mieux en termes ABS et RMBS que CMBS corporate securitization. Et assez évidemment, enfin assez, ça paraît assez simple, mais les tranches les mieux notées surpassent les tranches les moins bien notées. Donc une transaction qui est notée AAA, qui est senior, fait moins défaut qu'une transaction qui n'est pas AAA. Et je finis par un focus français. Ce qui est intéressant, c'est surtout le tableau du bas. C'est en fait l'ensemble des transactions françaises notées par S&P depuis qu'on note les transactions françaises. Et on voit, c'est un focus sur ABS et RMBS. On voit qu'aucune transaction AAA n'a fait défaut. Aucune transaction AAA notée par S&P n'a fait défaut en France. Et aucune transaction de RMBS n'a fait défaut, aucune tranche. Et seulement une transaction ABS a fait défaut depuis que l'on note des transactions